Bonjour à tous. Vous avez le droit de rester. Je vous propose de commencer. Donc, je vous remercie d'être si nombreux et d'être restés parce que c'est la dernière conférence de la journée, donc c'est toujours un petit peu difficile. Je me présente, je suis Véronique Pape, la directrice de Construction 21. Donc, Construction 21, c'est un réseau social d'un genre un petit peu particulier qui a pour mission de diffuser l'information sur le bâtiment et la ville durable. Et donc, évidemment, les sujets de transition énergétique, ce sont des sujets qu'on traite tous les jours, comme ce salon. Avant de commencer et de vous présenter nos intervenants, je voudrais planter rapidement le décor. Bon, vous savez tous qu'on a un petit changement climatique qui nous attend et qu'on est censé être à la neutralité carbone en 2050. Le GIEC nous a encore rappelé il n'y a pas si longtemps qu'on avait encore 3 ans pour inverser la tendance. Et donc la question qui nous est posée aujourd'hui par les organisateurs de cet événement, c'est est-ce qu'on peut chauffer et climatiser sans polluer ? Sachant que le bâtiment pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre et que dans le bâtiment, le chauffage et la clim pèsent très très lourd également. Et de plus en plus même la climatisation, puisque avec la montée, l'enrichissement des pays du Sud et le développement du confort, plus le réchauffement climatique dans les pays du Nord, on a besoin de plus en plus de rafraîchir l'été. Donc on est dans un contexte qui est celui-ci. Si on essaye de se rappeler ce que nous dit le scénario Négawatt, hein, c'est qu'on a 3 grands leviers pour arriver à réduire l'impact de notre mode de vie et notamment de celui de nos bâtiments. Le premier, c'est la sobriété, donc de réduire les besoins en énergie, parce que l'énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre, c'est celle qu'on ne consomme pas, et donc on sait qu'il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Ça va de l'isolation des bâtiments à la flexibilité, comme c'était traité ce matin dans cette salle, et puis plein d'autres choses encore. Le deuxième aspect, ça va être l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment arriver à réduire l'énergie nécessaire pour satisfaire le même besoin. Et puis le troisième levier, sachant que évidemment aucun n'est exclusif des autres, hein, on a besoin des 3 en même temps. Le troisième, c'est de passer aux énergies renouvelables et donc de passer d'une énergie fossile et finie à une énergie bas carbone et inépuisable. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses sur la table et on rajoute par là-dessus l'Ukraine et donc toutes les problématiques liées aux énergies fossiles russes et notamment au gaz russe qui concernent beaucoup le bâtiment. Et donc on a un cocktail assez compliqué en fait à résoudre pour essayer de répondre à cette question qu'on nous a posée et à laquelle nos intervenants vont essayer que nos intervenants vont essayer de décrypter. Alors je vous présente donc nos 3 intervenants, 3 experts du sujet avec des profils très différents. À ma gauche, enfin à votre gauche, pardon, excusez-moi, Naoufel Medadi, pardon, donc CEO de Léviathan Economics, une start-up qui a inventé, on va dire, un type de pompe à chaleur révolutionnaire, mais vous en direz plus tout à l'heure. Ensuite, on a Blandine Mellet qui représente la métropole de Lyon, donc qui est responsable du service énergie-climat. Et puis Mathilde Henry qui représente Greenflex, un bureau d'études qui est impliqué dans le projet D2Grid, donc un projet européen qui vise à déployer des réseaux de chaud et de froid de 5e génération, et donc qui va nous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je vous souhaite à tous les 3 la bienvenue et je vous remercie d'être là. Et je vais commencer par vous, Blandine. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous qui représentez une collectivité, comment la métropole de Lyon gère cette question du climat et de l'énergie ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de la question qui est importante. Alors, par où commencer ? La métropole de Lyon, elle mène des actions dans le champ de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la qualité de l'air depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Alors peut-être que le sujet qui est important par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est 2019 qui est un peu un tournant, puisque en 2019, la métropole a révisé son plan climat, qui est on va dire le cadre réglementaire dans lequel elle inscrit ses objectifs air, énergie, climat. Et pour réviser ce plan climat, il a fallu qu'elle fasse un travail important de diagnostic, de constat de ce qu'est son territoire. Donc elle a établi pour cela un schéma directeur des énergies qui a été construit à partir de 2015. Ça a été un travail de longue haleine
et qui a permis d'établir des objectifs très fins, très précis, à l'échelle des 59 communes de la métropole de Lyon. Donc des objectifs territorialisés qui permettent de voir où sont les consommations, où sont les sources de production d'énergie renouvelable potentielles. Et donc, qu'est-ce qu'il est sorti de ça ? Il est sorti une ambition à 2030, puisqu'en 2019, on s'est projeté en 2030, avec la volonté de réduire de 30% les consommations d'énergie par rapport à 2000, de porter la part des énergies renouvelables à 17% dans le mix local. On est à 8% à peu près aujourd'hui. Et tout ça doit nous amener à une réduction de 43% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en 2020, on a eu un changement d'exécutif. Et nos nouveaux élus, ils ont souhaité conserver ces objectifs, mais accélérer le déploiement du plan d'action. Véronique nous l'a dit. Plus que jamais, le contexte environnemental, le contexte géopolitique, il nous oblige à sortir rapidement et massivement des énergies fossiles. Et évidemment, c'est une question qui se pose aux collectivités comme à tous les autres acteurs économiques. Donc les intercos et les métropoles, vous le savez peut-être, elles sont désignées par la loi comme les animateurs locaux de la transition énergétique. Et notamment, à ce titre, elles établissent des plans climat qui donnent une dynamique, une trajectoire pour l'ensemble du territoire. Mais elles ont aussi un devoir d'exemplarité puisqu'elles investissent dans des investissements structurants sur le plan énergétique, l'aménagement du territoire, les bâtiments, les transports. Et on estime qu'au vu de ses compétences, la métropole, elle peut agir sur 25% des émissions de gaz à effet de serre de son territoire. Alors peut-être quelques chiffres clés pour terminer et laisser la parole, qui sont issus d'un rapport qu'on a fait très récemment, un point d'étape sur notre plan climat. Donc en 2017, les émissions de gaz à effet de serre du territoire, c'est 6,3 millions de tonnes de CO2. C'est à peu près la moyenne nationale quand on ramène ça à une quantité par habitant. Et elles ont diminué de 18% depuis 2000, ce qui paraît considérable, surtout dans un contexte où la population a augmenté de 15% dans le même temps. Mais ce n'est pas suffisant. Pour tenir l'objectif à 2030, il faudrait qu'on aille 2 fois plus vite. Et quand on regarde les enjeux qu'il faut traiter, eh ben on tombe sur quoi ? Sur les consommations d'énergie fossile. 65% de notre mix, c'est encore du fossile. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le chauffage des bâtiments et les transports. Donc le chauffage des bâtiments, ça reste encore et toujours le sujet le plus important. Et alors, je veux bien que vous nous disiez un petit peu plus aussi sur la façon dont vous gérez l'énergie au niveau de la collectivité. Vous avez une approche qui est plutôt originale, qui n'est pas développée dans beaucoup de villes ou de métropoles, puisque vous fonctionnez beaucoup en régie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous gérez tout ça ? Alors en effet, on fonctionne en régie, mais également avec de nombreux partenaires, énergéticiens, autres collectivités. Alors depuis 2015, la métropole, elle est autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Alors ça paraît un peu barbare dit comme ça, mais de manière très concrète, nous avons la responsabilité de gérer et d'organiser les réseaux de gaz, d'électricité, de chaleur et de froid sur le territoire. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire répondre aux besoins, bien sûr, mais en essayant de maximiser la part de d'ENR sur ces réseaux, en cherchant à accueillir les nouveaux usages, la mobilité électrique par exemple, et en maîtrisant les coûts d'investissement et d'exploitation pour la collectivité, dans l'intérêt général. Alors notamment sur les réseaux de chaleur, on est sur un pilier qui est assez incontournable de la politique énergétique de la métropole de Lyon, avec l'idée que les réseaux de chaleur, ils permettent de distribuer massivement, rapidement, des énergies renouvelables. Chez nous, c'est essentiellement la chaleur qui est valorisée en sortie des incinérateurs et du chauffage bois. Donc on a une chaleur qui sort de ces réseaux, qui est un prix qui résulte d'un bouquet multi-énergie, avec une part d'énergie renouvelable assez conséquente. Donc la preuve est faite dans le contexte actuel, avec une inflation massive des prix des énergies fossiles, que c'est quand même une garantie de sécurité et de stabilité pour les abonnés de ces réseaux. Donc en 2020, on a 7 réseaux sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est le 2e réseau en France, après le réseau francilien. À peu près l'équivalent de 80 000 logements qui sont raccordés. En 2030, on vise 200 000 logements, donc il y a un sacré saut à passer. On a déjà contractualisé une bonne partie de cette ambition dans les contrats de délégation de services publics, parce qu'on ne gère pas tout en régie, mais on a des délégataires, des énergéticiens qui gèrent et qui étendent les réseaux pour nous et qui tiennent l'objectif. Et peut-être un exemple, donc c'est le développement des réseaux existants qu'on vise en termes d'objectifs, mais également la création de nouveaux réseaux. On a un projet assez sympathique qu'on lance sur la commune d'Oulin, dans la métropole de Lyon, sur un écoquartier, où on va aller récupérer la chaleur des eaux usées, puisqu'on est tout près du collecteur principal de la station d'épuration de Pierre-Bénite.
Et on va alimenter avec cette chaleur un réseau basse température. Alors, qui ensuite desservira tous les bâtiments résidentiels et tertiaires du quartier, qui sont chacun équipés de pompes à chaleur. Et avec ces pompes à chaleur, on va produire du froid ou du chaud. Et on va permettre également un échange énergétique entre les bâtiments du quartier. Donc, c'est particulièrement vertueux. Merci beaucoup, Blandine. Donc là, on parle de réseaux qui pratiquent la solidarité énergétique. C'est un point commun avec les réseaux des 2 grids. Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus d'abord sur ce projet ? Peut-être présente Greenflex et puis le projet des 2 grids, et puis ensuite nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces réseaux de 5e génération. Ça marche, merci. Bonjour à tous et à toutes. En effet, alors pour revenir peut-être un petit peu sur Greenflex, on est une entreprise d'environ 500 personnes qui est présente dans l'ensemble des grandes villes françaises, dans quelques villes européennes, et qui a pour objectif d'accompagner ses clients, donc publics comme privés, dans leur trajectoire bas carbone. Leur trajectoire bas carbone avec des missions qui vont de l'écriture d'une feuille de route, donc plutôt un accompagnement stratégique, à un accompagnement beaucoup plus concret, à la mise en place d'actions par exemple d'efficacité énergétique ou de réalisation clé en main d'infrastructures énergétiques comme des réseaux de chaleur par exemple. Et voilà, tout ça pour accompagner ces entreprises, ces collectivités, ces acteurs publics, des industriels par exemple, dans une stratégie de décarbonation, de réduction de leur impact sur l'environnement. Et en particulier sur les réseaux de chaleur, on accompagne des collectivités dans tout ce qui est études préalables, donc les études de faisabilité ou les études d'études potentielles de gisement de chaleur fatale industrielle, par exemple. Et on a vocation à se positionner de plus en plus sur tout ce qui est conception, réalisation, clé en main des différents objets d'un réseau de chaleur. Voilà pour Greenflex, je fais très rapide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la fin de la conférence. Et puis j'ai mon collègue Julien Soro au fond de la salle aussi si vous avez des questions. Et aujourd'hui, comme tu le disais Véronique, on est là pour parler du projet D2Grids. Donc c'est aussi de ce type de projet européen dans lesquels s'implique Greenflex, des projets plus transverses de création, de développement de nouvelles filières, dont D2Grids, et qui est un projet qui est financé par l'Europe pour accélérer le déploiement d'un concept des réseaux de chaleur et de froid de 5e génération qui se rapproche donc de ce qui est mis en place, ce qui sera mis en place prochainement par la métropole de Lyon. Et donc ce projet, il regroupe une quinzaine de partenaires européens des différents pays d'Europe du Nord-Ouest. Donc on a des partenaires du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Allemagne, et de France évidemment. Et on a pour objectif pendant 4 ans de déployer ce nouveau système, donc de définir le standard des réseaux de 5e génération et de le développer, d'accélérer son déploiement en Europe du Nord-Ouest. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces réseaux de 5e génération ? C'est d'abord des réseaux de chaleur et de froid, donc c'est vraiment une distribution des deux qui est possible et qui permet aux consommateurs de chaud et aux consommateurs de froid d'échanger ensemble ce qu'ils émettent. Donc par exemple, un consommateur de chaud va émettre du froid qui peut être récupéré par son voisin qui lui aurait un besoin de refroidissement. Ça peut être possible avec des échanges qui peuvent se faire à court terme, donc entre 2 consommateurs qui auraient des besoins inverses simultanés, ou à moyen, voire plus long terme, avec du stockage ou même du stockage intersaisonnier pour stocker la chaleur qui est produite en été et la restituer en hiver, par exemple, quand il y a un besoin de chauffage. Ça, c'est le premier principe, on va dire, des réseaux de 5e génération. Et c'est basé sur ce qui est le deuxième principe, une boucle d'eau tempérée, donc comme vous le mettez en place sur la métropole de Lyon, donc d'environ 30 degrés. Après, ça varie selon les sites et selon la saison, mais environ 30 degrés. Et ensuite, la température vient être rehaussée ou abaissée au dernier moment, donc au plus proche du consommateur, par des pompes à chaleur, qui peuvent être situées soit en pied du bâtiment, soit dans une sous-station qui peut alimenter un ensemble de bâtiments, un cluster par exemple. Et donc, cette boucle tempérée, qui est donc couplée avec des pompes à chaleur, permet d'utiliser des sources d'énergie renouvelable et de récupération basse température, qui fournissent de l'énergie basse température, comme par exemple de la géothermie de faible profondeur, ou de la chaleur fatale d'industriels, ou de data centers par exemple, ou de la thalassothermie, qui sont des sources qui sont sous-utilisées actuellement en Europe du Nord-Ouest et en particulier en France. Et il me semble qu'il y a de gros potentiels, notamment dans la région lyonnaise. Et donc, voilà, un usage qui pourrait être fait pour privilégier les sources de haute qualité, c'est-à-dire les sources qui produisent de l'énergie à haute température, pour les usages qui nécessitent vraiment de la haute température, ce qui n'est pas le cas du chauffage et du refroidissement des logements ou des bureaux, par exemple.
donc pour tout ce qui est usage industriel à haute température ou production d'électricité. Et donc garder vraiment ces sources-là qui sont nécessaires pour ces usages haute température et pouvoir privilégier les sources basse température pour les usages comme le chauffage ou le refroidissement de nos logements, de nos bureaux, un peu toutes nos consommations de chauffage et de froid sur nos territoires. Et le dernier aspect que je voulais partager également, c'est que donc, comme ce réseau de chaleur est couplé au réseau électrique via les pompes à chaleur qui consomment de l'électricité, ce réseau thermique a une responsabilité de ne pas créer de nouveaux pics de consommation d'électricité, puisque si on a besoin de chauffer son logement avec le réseau de chaleur en même temps que toutes les autres personnes qui ont par exemple des installations électriques de chauffage, on va créer d'autant plus gros pics de consommation d'électricité qui vont nécessiter des énergies fossiles. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter avec les réseaux de 5e génération. Et donc ce concept de 5e génération incite à installer des solutions de flexibilité et de stockage pour soit vraiment réduire sa consommation à un instant T, ou alors la décaler. Par exemple, proposer de chauffer peut-être plutôt à 16 ou 17 heures, un petit peu en amont vraiment du pic de consommation sur le réseau thermique et électrique, et de compter sur l'inertie du bâtiment pour justement pouvoir chauffer pour toute la soirée et éviter donc de tirer sur le réseau électrique et d'avoir besoin d'énergie fossile. Voilà en quelques mots pour les réseaux de 5e génération. Merci Mathilde. Effectivement, la flexibilité, c'est un sujet qui est en train de monter de façon accélérée avec tout le contexte géopolitique. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus également sur l'apport d'énergie renouvelable dans l'électricité. Donc là aussi pour éviter le pic, donc il y a la flexibilité d'un côté, et puis il y a peut-être aussi l'usage d'énergie renouvelable aussi pour alimenter les pompes à chaleur. Oui, tout à fait. Donc l'autre option, en effet, pour tirer encore moins sur le réseau électrique de par la consommation de ces pompes à chaleur, c'est en effet de pouvoir produire soi-même l'électricité. Donc là, ce que je vous ai décrit, ces réseaux de 5e génération, c'est vraiment un idéal. Évidemment, c'est assez difficile, ça dépend des contraintes locales pour pouvoir atteindre tous ces principes de la 5e génération. Mais en effet, si on peut en plus coupler ces énergies thermiques, on va dire renouvelables de récupération, avec des énergies électriques photovoltaïques, par exemple, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et pour réduire les consommations d'énergie fossile. Donc ça, c'est, je crois, ce qui est testé à Saclay, hein, c'est ça. Tout à fait. Entre autres dans le site pilote de Saclay, qui est l'un des 5 sites pilotes du projet des 2 grids. Donc pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site du projet européen qui s'appelle 5GDHC. Voilà. Peut-être pour revenir sur ces réseaux de chaleur, Blandine, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à une collectivité qui souhaiterait suivre votre exemple et puis ensuite, Mathilde, tu pourras répondre aussi pour les collectivités qui souhaiteraient, qui s'intéresseraient à un réseau de type 5e génération. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme contexte urbain, comme contexte général pour que ça justifie un réseau de chaleur? Dans quel type de contexte on peut implanter ça? Alors, plusieurs sujets. Il y a effectivement l'avant. Comme vous le dites très bien, Véronique, les réseaux de chaleur aujourd'hui fonctionnent bien dans les contextes urbains très denses. Il faut qu'on ait beaucoup d'abonnés pour tirer le moins de tuyaux possible et desservir le plus de monde possible. Donc, sur le tissu existant, la planification, elle est importante. Repérer où sont les consommations, où sont les consommateurs de gaz. Ceux qui ont des installations centralisées, c'est plus dur d'aller faire muter ceux qui ont des chauffages électriques individuels. Sur les quartiers neufs, ne pas renoncer au réseau de chaleur. On a parfois tendance à penser que parce que les bâtiments consomment peu, on va s'orienter systématiquement vers des solutions décentralisées. Mais l'exemple que cite Mathilde est éloquent. On a des réseaux nouvelle génération qui permettent aujourd'hui de distribuer de la chaleur et du froid de manière simultanée et de manière performante via des réseaux tempérés. Et puis ensuite, il y a le pendant et il y a l'après. Et là, c'est très important. Si on veut qu'un réseau de chaleur fonctionne, il faut réunir très tôt toutes les parties prenantes autour de la table, les futurs abonnés, pour leur expliquer en quoi le réseau de chaleur est intéressant du point de vue de leur facture, du point de vue de leur confort au quotidien. Les riverains des installations de production pour leur expliquer le sens du projet, les communes localement qui sont des excellentes promotrices des réseaux et qui vont être impactés par les travaux, et puis bien sûr les énergéticiens qui vont développer les réseaux pour leur faire connaître les intentions de la collectivité. Et puis il faut quand même souligner
parce que nous, ça nous a permis de faire ce qu'on a fait, c'est que le Fonds chaleur de l'ADEME est un excellent outil financier pour développer les réseaux de chaleur sur les territoires. Et le Fonds chaleur a été encore renforcé dans la situation actuelle. Voilà. Donc on est soutenu par l'ADEME de manière très forte. Et donc vous avez ce projet dont vous parliez tout à l'heure à Oulin, c'est ça, qui est en cours de construction, si j'ai bien compris? Non, nous sommes en train de regarder les propositions des candidats en ce moment même. Donc c'est plus amont encore. Exactement. Et est-ce que vous avez d'autres réseaux de chaleur plus anciens? J'imagine que oui, qui fonctionnent déjà sur la métropole. Oui, tout à fait. On a près de 250 km de réseaux existants sur le territoire de la métropole. Les premiers réseaux datant des années 30, c'est une vieille histoire, parce que l'histoire des réseaux de chaleur, c'est souvent l'histoire des grands ensembles. Donc notre premier réseau de chaleur a été construit dans le quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne et existe toujours aujourd'hui. Voilà, donc c'est 7 réseaux de chaleur qui existent, 7 délégations de services publics, et donc, comme je le disais, près de 80 000 habitants qui sont d'ores et déjà desservis aujourd'hui. Alors Mathilde, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une collectivité qui souhaite explorer cette voie? Alors un peu comme vous le disiez à l'instant, en effet, de bien intégrer toutes les parties prenantes. Donc je le mentionnais en introduction, mais par exemple, toute la chaleur fatale des industriels est vraiment un point qui peut être valorisé et qui est encore peu utilisé, même si voilà, la part de valorisation de cette énergie-là est grandissante, mais il y a encore un gros potentiel à exploiter. Donc vraiment aux collectivités de bien identifier ce potentiel de chaleur. Et puis également de considérer les consommateurs comme des consommateurs, puisque par exemple sur les réseaux de 5e génération, ils sont en quelque sorte producteurs d'énergie, puisqu'on récupère l'énergie qu'ils émettent, par exemple le froid quand ils consomment du chaud ou inversement. Ils peuvent participer à la flexibilité et donc à justement vraiment être acteurs du fait de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et puis, comme on le mentionnait, ils peuvent également être producteurs d'électricité photovoltaïque. C'est pas forcément l'exploitant ou la collectivité qui a besoin d'investir dans des panneaux solaires. Donc peut-être que la collectivité peut inciter les futurs consommateurs à installer eux-mêmes de l'électricité photovoltaïque et à leur revendre l'électricité pour l'utilisation des pompes à chaleur, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en lien aussi avec tout ce que tu rappelais en introduction sur le besoin de sobriété et d'efficacité énergétique, je ne l'ai pas mentionné, mais les réseaux de 5e génération sont particulièrement adaptés pour des bâtiments performants, puisqu'ils sont basés sur une basse température. Il est beaucoup plus efficace pour ces bâtiments d'avoir un besoin seulement en faible température pour ne pas tirer trop sur le réseau électrique et pour ne pas avoir à faire fonctionner les pompes à chaleur à un trop haut niveau. Donc ce point-là. Et puis le fait de la flexibilité qui est vraiment basé sur l'inertie thermique du bâtiment et donc un besoin de très forte isolation pour pouvoir lisser le chauffage et pouvoir en bénéficier plusieurs heures après avoir chauffé. Donc vraiment avoir avancé sur tous les fronts, hein, comme tu le disais en introduction, sur les solutions d'énergie renouvelable, mais surtout toujours avoir en tête de réduire les consommations, que ce soit en sobriété ou en efficacité énergétique, pour coupler toutes les solutions et ne pas siloter cette approche dans les trois champs que sont la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. Vraiment avancer de front, de manière collaborative entre ces trois options. Comme on dit toujours, il vaut mieux avoir une approche systémique. Exactement. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Alors, merci à toutes les deux pour nous avoir détaillé la façon dont fonctionnent ces réseaux et dont ils sont en train d'évoluer. Alors, dans ces réseaux de chaleur, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des pompes à chaleur qui étaient raccordées. Et donc, on va demander maintenant à Naoufel de nous en dire un petit peu plus sur l'innovation que vous portez, l'innovation de rupture que vous portez chez Léviathan Dynamics. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'il vous reste un peu d'énergie, puisqu'on va parler un peu thermodynamique. Ça va vous rappeler quelques heures de physique que vous avez tous eues, je pense. Quand on parle de chauffer et de refroidir, nous, chez Léviathan Dynamics, en fait, on veut solutionner deux problèmes. Le premier problème, c'est que les machines qui vont fabriquer du froid vont utiliser en fait des gaz réfrigérants fluorés. Ces gaz réfrigérants fluorés ont un impact sur un pouvoir de réchauffement global. Ce sont des substances qui sont en fait méconnues par les utilisateurs. Il y a ceux qui réparent ces machines, ceux qui remplissent ces machines, parce que de temps en temps, il faut les re-remplir de gaz. Ce gaz, quand il s'échappe, il va se retrouver au niveau de l'atmosphère et ça a un impact donc de réchauffement très fort.
Pour référence, on prend le CO2 comme étant un pouvoir de réchauffement de 1. Certains de ces gaz réfrigérants vont avoir un pouvoir de réchauffement qui se chiffre en centaines, en milliers. Et donc, ça veut dire que 1 kg de ces gaz peut représenter une tonne de CO2. Donc, c'est vraiment un impact très fort. Le deuxième, c'est leur pourcentage. Quand on regarde en fait la décomposition des gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'ils représentent peut-être 2-3%. C'est quand même l'équivalent d'un secteur comme l'aviation, donc tout ce qui est aérien. Donc, c'est pas quelque chose de faible. Donc nous solutionnons 2 problèmes. Le premier, c'est d'éliminer ces gaz réfrigérants fluorés. Et le deuxième, c'est de regarder le côté efficacité, donc la sobriété. Combien on consomme d'énergie électrique et combien on va produire d'énergie en froid, chaud de l'autre côté. Donc sur ces 2 problèmes-là, en fait, l'équipe de Leviathan Dynamics a développé un compresseur qui est un compresseur centrifuge qui tourne à très haute vitesse, qui permet d'utiliser un fluide réfrigérant naturel, qui est l'eau. Donc l'eau a aussi un code, hein, il s'appelle le R718. R pour dire réfrigérant, 7 parce que c'est naturel, et 18 c'est la base moléculaire de l'eau. Le CO2 va avoir le R744, l'ammoniac c'est le R717. Donc ce sont des réfrigérants naturels qui vont avoir des points plus, des points moins. Le seul parmi tous ceux-là qui a un pouvoir de réchauffement global de 0, c'est l'eau. Et celui qui n'a pas du tout d'impact sur l'ozone, c'est l'eau. Donc c'est réellement le bon candidat. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça redevient possible d'utiliser l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'appuie sur, bien sûr, les bonnes lois de thermodynamique qu'on connaît, qui sont toujours les mêmes, mais aussi avec l'assistance de puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on va dessiner des roues qui vont équiper ces compresseurs pour obtenir le meilleur rendement, le meilleur taux de compression, pour avoir un COP qui va être meilleur que les machines existantes. Parce que si on innove et qu'on vient et on dit, voilà, on a une machine, mais elle est un peu moins efficace que ce qui existe, bien sûr, les portes se referment tout de suite. Donc, pour l'utilisateur, ce qu'il regarde, c'est son côté CAPEX, son côté OPEX, comme toujours. La partie OPEX est intéressante par rapport à combien je vais avoir de réduction sur ma facture électrique. Ça, c'est ce qui est, à mon sens, la meilleure motivation à très court terme pour pouvoir justement s'intéresser à ce genre d'innovation. On n'a pas ça, on ne peut pas franchir les premières étapes. Le deuxième niveau, c'est de pouvoir proposer ces machines avec une montée en puissance, parce qu'en fait, quand on innove, on ne peut pas tout de suite réaliser des machines qui font des centaines de kilowatts froid. On va commencer avec des machines raisonnablement qui font 10, 20. Actuellement, on est en construction d'une première machine qui va être installée à Kourou pour Ariane Group, qui va être mise à l'épreuve pendant une période d'1 an. On va observer la machine dans ses usages quotidiens, 24 heures sur 24, dans des conditions un peu difficiles, ceux de la Guyane. Et cette machine-là va permettre de s'approprier la technologie, d'apprendre. Elle sera connectée. On va faire le suivi de cette machine-là pour pouvoir traiter ce cas d'usage. Un autre cas d'usage sur lequel nous travaillons, c'est comment des pompes à chaleur. Et donc là, nous collaborons aussi. Ça fait partie de l'innovation que nous apportons. On ne veut pas être tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul. Il faut collaborer avec les autres. Il faut s'ouvrir. Je pense que le problème qui nous intéresse tous, qui est le dérèglement climatique, nécessite qu'on dépasse cette approche très compétitive, de compétition. Il faut aller ouvrir des possibilités. Donc on collabore avec des fabricants français de pompes à chaleur pour pouvoir développer plus vite. On collabore aussi avec des gens qui sont dans la partie négative, parce que l'eau en dessous de 0, ça gèle, hein, donc c'est pas capable d'y aller tout seul. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le travail pour amener de l'eau à 7 degrés. Et à ce moment-là, notre partenaire, lui, il va travailler de 7 degrés jusqu'à -3. Donc on lui facilite le chemin. Il va réduire la quantité de gaz réfrigérant qu'il va utiliser. Et en l'occurrence, il va utiliser du propane. Donc ça va réduire la quantité. Le propane a des avantages. Il a un pouvoir de réchauffement de 3. Par contre, il est déjà, je dirais, connu par le grand public. On a tous utilisé du propane. Ça reste quand même un gaz qui est explosif. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des nouvelles combinaisons pour pouvoir solutionner des problématiques d'une petite supérette de centre-ville qui a besoin d'avoir de la réfrigération, de climatiser un minimum. Et à ce moment-là, on va lui apporter des solutions là dans les prochains mois. Donc ça, c'est typiquement des cas concrets
où on passe de l'EDA de machines qui ont fait leurs preuves chez nous sur des cas d'usage. Là, je peux parler et partager avec vous aussi notre problématique qui a été citée plusieurs fois aujourd'hui, c'est le développement des data centers. Les data centers aujourd'hui commencent à se discipliner pour demander des températures un peu plus raisonnables, donc d'un 20-25 degrés, ça leur suffit. D'avoir du free cooling qui leur permette d'utiliser l'air extérieur sans aller chercher des choses très sophistiquées. Et en combinant du free cooling avec une machine qui va fonctionner avec de l'eau qui leur donne du 20-25 degrés, ça permet de solutionner déjà des problématiques. Alors bien sûr, je ne reviens pas sur toutes les bonnes pratiques que vous avez citées, qui sont réellement je dirais, comment utiliser quelque chose qui ne sert pas à un usager, que ça devienne une ressource pour l'autre. Et je pense que ça fait partie effectivement de la démarche vertueuse qu'il faut faire. Et donc c'est super quand ça commence déjà la réflexion au niveau d'un territoire, d'une ville, et que ce soit mis après en réseau. On a un sujet de développement, par exemple, de collaboration dans les températures de chauffage. Maintenant, je parle de l'autre côté sur l'axe des températures avec comment associer de la géothermie qui apporte de l'eau, par exemple, à 40 degrés. Et nous, on va l'aider pour passer de 40 à 60 degrés. Donc ça, c'est avec toujours la même efficacité. Donc l'idée, c'est ce bon vieux schéma de thermodynamique. Il marche dans les deux sens. Il faut savoir le faire fonctionner. Il faut chercher les bons composants. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre chez Leviathan Dynamics. Alors, si vos pompes à chaleur nouvelle génération, donc avec ces liquides réfrigérants tirés de l'eau et non pas effluorés, étaient généralisés sur l'ensemble des pompes à chaleur, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait générer en termes de gains sur les émissions de gaz à effet de serre? Alors, il faut savoir que les dernières statistiques du nombre de climatiseurs installés, je pars sur cet exemple-là parce que c'est celui qu'on voit tout de suite quand on parle de froid, c'est toutes les machines qui sont collées sur les façades des bâtiments. Parce qu'effectivement, quand on a chaud et quand on n'a pas d'autres moyens, on va essayer de trouver une solution. Et on a recensé quelque chose comme 1,5 milliard de machines qui sont installées. Et on estime qu'en 2050, on va plutôt atteindre 4,5 milliards de ces machines. Donc ça va aller d'une manière très rapide en augmentation. Et donc c'est là où il faut être, nous aussi, d'un côté, dans une démarche de développement sécurisé. Mais en même temps, il faut être dans une logique d'accélération. C'est-à-dire qu'il faut être tout de suite après dans une phase de développement industriel sur différentes zones du globe. C'est pour ça Leviathan Dynamics fait partie des 3 premières entreprises innovantes soutenues par Time for the Planet qui veut combattre les gaz à effet de serre avec différentes solutions. Nous, la nôtre, elle va apporter sa contribution sur la partie fabrication de chaud et de froid, mais il y a d'autres innovations qui sont portées par Time for the Planet. D'ailleurs, le stand est juste à la sortie de la salle. Et d'ailleurs, après, si vous voulez qu'on échange un peu plus, ce sera avec plaisir. Ce sera juste de l'autre côté de la paroi. D'accord. Donc si je comprends bien, sur cette partie de gaz réfrigérant non fluoré, vous avez c'est des milliards de tonnes de CO2 qu'on peut éviter? Alors, il y a d'un côté, effectivement, dans notre démarche de suivi de cette mise en place, on va valoriser avec les équipes de Time for the Planet le nombre de tonnes qui vont être économisées annuellement, chaque fois qu'on va installer des machines, combien de tonnes de CO2 non émis vont être comptabilisées. Premier élément. Le deuxième, c'est le côté, j'ai parlé d'efficacité, de sobriété. Nos machines, chez nous, quand on fait nos calculs, de par la conception, quand on regarde tous les composants de la machine et quand on les fait fonctionner chez nous, on a observé une diminution de 30% par rapport à des machines classiques. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est de mettre ces machines en fonctionnement, parce que ça dépend aussi du point de fonctionnement, de ce qu'on cherche à obtenir sur une durée longue, parce que les besoins selon les saisons vont changer. Et donc, il faut faire un suivi sur une période longue. Et là, concrètement, on va pouvoir réellement donner une valeur à ce qui est économisé au niveau sobriété énergétique. Merci beaucoup, Naoufel. Alors, on arrive vers la fin de notre conférence. Je vous propose
de nous dire tous les trois, en guise de conclusion, d'essayer de répondre à cette question qu'on nous a posée, que l'organisateur nous a posée. Donc, est-ce qu'on peut chauffer et climatiser des bâtiments sans polluer ? J'ai l'impression quand même que la réponse c'est oui, mais comment est-ce qu'on peut y arriver avec peut-être en tête deux échelles de temps. Une échelle de temps très court terme, puisqu'on sait qu'à très court terme, il y a l'hiver prochain, en fait, où on se dit qu'on n'aura peut-être plus le gaz russe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on dépend beaucoup, en partie du gaz russe pour chauffer nos bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution à accélérer, avec une mise en place à accélérer pour l'hiver prochain ? Et puis, sur un horizon plus long, 2030-2050, quels sont pour vous les bons leviers sur lesquels il faut agir peut-être dès maintenant pour préparer le long terme ? Je ne sais pas qui veut commencer. Allez Mathilde, lance-toi. Alors pour répondre à la première question, on ne peut pas totalement chauffer sans émissions de gaz à effet de serre, évidemment, puisqu'il y a toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie grise, de fabrication de tous ces éléments de consommation, de production de chaleur et de refroidissement. Par contre, on peut en effet participer très fortement avec ce genre de solution aux objectifs de la France de réduction des consommations d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments et à nos usages. Et bon, comme je le disais, vraiment, l'objectif, c'est de le coupler de la sobriété et à de l'efficacité. Pour répondre à la deuxième question sur ce qu'il y a à faire à court terme d'ici l'été prochain, pour ce qui me concerne, le sujet que je connais, les réseaux de chaleur, ça met un petit temps à être mis en place, donc ça ne sera pas une solution à court terme. Donc plutôt vraiment favoriser la réduction de nos consommations par de l'efficacité énergétique, par de l'isolation très performante et pas à minima, et pas essayer de déplacer le problème en simplement électrifiant tous nos usages, qui va en fait déplacer le problème et ne pas résoudre notre besoin d'autonomie énergétique, puisqu'on a toujours besoin d'uranium, qui ne vient pas non plus de pays avec une stabilité politique totalement parfaite et qui respecte non plus les droits humains d'une manière idéale. Pareil pour tout ce qui est photovoltaïque ou énergie renouvelable, on a toujours besoin de matériaux qui viennent également de pays pas toujours très stables. Donc l'objectif, c'est vraiment à court terme de réduire nos consommations et de le coupler à une programmation plus moyen terme avec des solutions d'énergie renouvelable, comme par exemple les réseaux de chaleur inspirés de ce concept de 5e génération qui permettent de vraiment récupérer toute cette énergie perdue qui est émise par les consommateurs de chaud ou les consommateurs de froid. Et puis, dans un deuxième temps, pouvoir privilégier toutes les sources d'énergie renouvelable qui sont sous-utilisées actuellement pour pouvoir peu à peu et dès que possible vraiment réduire notre dépendance aux énergies fossiles et aller vers plus d'autonomie énergétique. Merci Mathilde. Naoufel, qu'est-ce que vous auriez comme mot de conclusion ? Alors une conclusion. Alors si on pose la question effectivement, est-ce qu'on peut passer de solutions qui sont polluantes, qui sont gourmandes en énergie, vers des solutions qui soient propres et qui soient sobres ? La réponse est oui. L'autre question qui suit derrière, c'est quand ? Quand est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, il est temps qu'on puisse réellement mettre en œuvre cette intelligence collective que nous avons tous pour pouvoir accélérer. Il y a un enjeu qui est énorme, qui est devant nous. On est, je trouve, par moments limité par certains modèles mentaux. Et donc, il faut qu'on arrive à s'écouter, à être curieux et avoir le courage, surtout, de pouvoir franchir le pas, de pouvoir dire qu'est-ce que je risque ? Essayons et regardons comment ça marche. Et je pense qu'il y a suffisamment de cas qui nous permettront concrètement d'expérimenter, de voir. Et à ce moment-là, on peut convaincre pour avancer plus vite. C'est un vrai sujet d'accélération. Quand on dit urgence, maintenant, ça devient un mot valise. Ce qu'il faut surtout, c'est de se passer au mode action. C'est ce qui nous permet tous, je pense, de sortir d'un mode d'anxiété. Alors, il y a nous dans la salle, mais il y a aussi des jeunes qui nous regardent. Donc, ce qu'il faut, c'est réellement passer à l'action. Il y a des solutions qui existent. Commençons à pratiquer, expérimenter, apprendre. Et c'est comme ça qu'on progresse. Merci Naoufel. Et donc, Blandine, je vais vous demander le mot de la fin. Et puis, je m'adresse au public. Il nous restera encore quelques minutes ensuite pour prendre des questions. Donc, vous pouvez commencer à y réfléchir dès maintenant. Blandine ? On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais sobriété, efficacité, c'est évidemment le premier sujet. On a des gisements dans nos sphères personnelles, dans nos sphères professionnelles. La métropole de Lyon a un grand chantier à mener pour la rénovation et l'amélioration de l'exploitation de ces bâtiments. Et j'imagine que vos entreprises, vos organisations ont des bâtiments
qui consomment de l'énergie. On a des gisements qui sont considérables sur les bâtiments existants et souvent on n'est pas allé les chercher. On parlait de la jeunesse, il y a des nouveaux métiers qui émergent, des profils qui sont appelés économes de flux dans la sphère publique, énergie manager, souvent dans le privé. Et ce sont des nouveaux métiers très enthousiasmants, des personnes qui ont pour rôle de faire la chasse au gaspillage et d'aller chercher la moindre économie d'énergie. Et ce sont des beaux métiers d'avenir. Donc parions sur l'intelligence pour ça aussi, et puis pour répondre aux besoins qui sont résiduels, raccordement au réseau de chaleur des collectivités, bien évidemment, et pour ceux qui ne peuvent pas se raccorder au réseau de chaleur, parce que parfois on est éloigné, on n'a pas de solution de raccordement. Et parmi les outils dont disposent les collectivités, on a chez nous, mais d'autres collectivités l'ont aussi, un dispositif qui s'appelle la prime éco-chaleur. Et c'est une aide aux études, à l'investissement qui est très 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 attractive pour financer des projets de géothermie, de biomasse énergie, de solaire thermique, qui est également très soutenu par l'ADEME. Voilà, on a quasiment 70% d'aide aux études et des aides aussi attractives sur l'investissement. Donc si vous êtes implanté sur le territoire de la métropole de Lyon, je suis à votre dispo pour vous parler de tout ça à la sortie de la salle. Merci beaucoup à tous les trois. J'ouvre maintenant les questions pour la salle. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Vous souhaitez interroger nos trois intervenants? Allez-y, je vous amène un micro. Oui, présentez-vous d'abord. Oui, Françoise Burguin, j'appartiens au CEA, à l'entité qui s'appelle Ubiten, qui travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie. Et on adresse... je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro, excusez-moi. Et on travaille notamment à l'échelle du bâtiment, mais aussi des territoires, donc sur les réseaux de chaleur et de l'industrie. Et j'avais une question qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Greenflex, concernant la conception, le dimensionnement, le pilotage des réseaux, et en particulier de ces nouveaux réseaux. Je suppose que vous développez des outils d'optimisation énergétique, parce que là, typiquement, la grosse difficulté, c'est d'arbitrer entre les différentes solutions techniques pour répondre au mieux aux demandes en fonction des ressources. Donc les ressources, comme vous le dites, soit qu'elles soient chaleur fatale, à bien identifier, et à bien sécuriser dans le temps, ce qui n'est pas toujours clair non plus. C'est ça aussi la grosse difficulté quand on fait des réseaux. Et les ressources aussi intermittentes, parce que, comme vous le disiez, on va y greffer de la chaleur, enfin de l'électricité renouvelable, mais malheureusement, encore une fois, je n'ai pas entendu le nom solaire thermique non plus ici. La chaleur renouvelable, comme presque partout, j'ai entendu effectivement récupération de chaleur ou d'incinérateur ou d'industrie, mais le solaire thermique n'est pas encore revenu. Vous nous direz peut-être si ça fait sens ou pas. Mais en tout cas, en termes d'optimisation, parce que typiquement, pour revenir à votre exemple de pompe à chaleur, sur une ville, sur un réseau de chaleur, est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'envisager des technologies de machines à absorption? Désolé pour ceux qui ne sont pas familiers en thermodynamique, mais les machines à absorption sont des machines qui produisent du froid à partir de chaleur et qui, pour cela, consomment très très peu d'électricité, vraiment très très peu, de l'ordre de 100 fois moins qu'une clim traditionnelle, puisque le principe, c'est que la compression se fait par voie chimique. Voilà. Donc, outil d'optimisation pour designer et optimiser le pilotage. Merci. Alors, dans le cadre du projet D2Grids, du coup, que je représente aujourd'hui, on n'a pas d'outil qui est prévu sur le pilotage. C'est plutôt chaque site pilote, en fait, parce que je ne les ai pas cités, mais on a 5 sites pilotes dans le cadre du projet D2Grids. Donc, Paris-Saclay qu'on a mentionné, mais on a également Brunssum aux Pays-Bas, Bochum en Allemagne, Glasgow et Plymouth au Royaume-Uni. Et eux mettent en place en effet des solutions comme ça de pilotage, d'optimisation, et notamment à Paris-Saclay. Donc pour tout ce qui est flexibilité, ils ont mis en œuvre une solution pour pouvoir justement adapter les besoins en fonction de ce qu'on prévoit comme surconsommation, comme pic de consommation, par exemple. Et pour répondre à votre question, notamment sur la production de froid, ils mettent également en place des thermofrigopompes qui permettent donc en effet de valoriser le froid qui est émis par les thermofrigopompes lorsqu'il y a une consommation de chaleur. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur le projet D2Grids. Après, si Julien tu veux compléter sur ce qu'on peut faire chez Greenflex, on pourra peut-être en discuter après.
Vraiment rapidement, pour pouvoir compléter par rapport à votre question. J'étais faire effectivement un tour sur le stand du CEA tout à l'heure. Il y a de belles choses que vous réalisez qui peuvent nous aider effectivement à solutionner certaines problématiques. Je parle d'échangeurs que vous développez. Je pense que ça fait partie des liens qu'il faut qu'on crée. Il y a probablement de belles choses que vous réalisez qu'il faut peut-être aussi faciliter au niveau accès pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Donc le mode de fonctionnement, je sais qu'il est peut-être contraignant, donc, mais il y a peut-être un progrès à faire là, parce qu'effectivement, de voir sans pouvoir utiliser ces différentes belles choses que vous réalisez, ça peut nous faire gagner du temps. C'est un message que je passe. Parce que j'ai posé la question et on m'a dit oui, mais il y a des brevets, il y a des systèmes, alors ça part tout de suite dans des choses très très lourdes. Je pense que l'humanité gagnerait effectivement à mettre en œuvre ce que vous faites. Et pour rebondir aussi sur le solaire thermique que vous avez mentionné, en effet, je ne l'ai pas cité dans la liste des énergies, mais c'est tout à fait adapté également pour des réseaux de chaleur type 5e génération. Et ça va notamment être mis en œuvre par 2 de nos sites pilotes qui vont en fait faire du solaire hybride pour à la fois produire de l'électricité pour les pompes à chaleur du réseau et pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire pour répondre à leurs besoins en eau chaude. Voilà. Donc c'est tout à fait adapté. C'est un oubli de ma part dans la liste de toutes les énergies renouvelables qui peuvent être valorisées dans le cadre des réseaux de 5e génération. Et peut-être un bout de réponse également sur les machines à absorption. Donc je vous le disais, une bonne partie de nos réseaux sont alimentés par nos incinérateurs. Un incinérateur, ça marche toute l'année, été comme hiver, et donc en hiver, on consomme l'intégralité de la puissance pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire pour les abonnés du réseau. Et en été, on ne consomme pas toute cette puissance, donc une partie part en cogénération, ce qu'on n'arrive pas à valoriser sous forme de chaleur. Pour autant, nos polices d'abonnement, elles prévoient que les clients puissent raccorder au bout du réseau une machine à absorption pour pouvoir produire du froid pour leurs besoins propres. Le fait est qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup été fait pour des raisons, j'imagine, de coût, j'imagine, de technologie. Merci à tous. On approche du terme de notre... voilà, je vous remercie de les applaudir. Merci. Merci à tous de votre attention. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir d'une part le site 5gdhc.eu, donc pour avoir plus d'informations sur le projet D2Grid. Je vous invite aussi à consulter notre plateforme web construction21.fr en français, où vous trouverez notamment des études de cas qui décrivent certains des réseaux de chaud et de froid qui sont déjà terminés, notamment le projet qui a inspiré le projet D2Grid, qui est à Heerlen, dans le sud des Pays-Bas. Voilà. Et puis d'autres relais d'information. Donc, voilà. Merci. La conférence organisée par le site pilote Paris-Saclay qui aura lieu le 12 mai, donc sur le plateau de Saclay, et qui revient justement sur toute l'optimisation des réseaux de chaleur qu'ils ont pu mettre en place sur leur réseau. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc le 12 mai, je crois que c'est à 10h ou 10h30, c'est sur le plateau de Saclay, donc à l'occasion d'un événement qui s'appelle Spring. Merci encore de votre attention et bonne fin de journée.